Un de mes amis, un de mes brillants amis, qui se reconnaîtra, m'a donné cette définition très bien de l'Union européenne, c'est l'ordre du temple solaire. C'est-à-dire que si vous prenez le calice, vous le boirez jusqu'à la lie, et dedans il y a du cyanure. L'Union européenne va entrer dans une phase de destruction totale des nations qui la composent, si elle en a la possibilité. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Nous sommes donc le vendredi 5 mai. Dans quelques heures, la campagne officielle de second tour se termine. Donc il est temps de débriefer ces 2 semaines de second tour qui ont été finalement assez animées. Donc je passe très brièvement en revue les différents sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. D'abord, un début de campagne de second tour qui commence, je dirais, sur la poursuite un peu de la lancée du Veldiv, c'est-à-dire sur la bataille mémorielle, entre autres la visite d'Emmanuel Macron à Oradour-sur-Glane. Deuxième séquence, ce sera le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à la candidature de Marine Le Pen. Troisième séquence, ce sera le positionnement de Jean-Luc Mélenchon. Quatrième séquence, ce qui se passe chez les Républicains. Cinquième séquence, le débat de second tour. On aura une petite chronique ralliement d'hiver qui, je l'espère, réveillera nos auditeurs en fin de parcours, avant d'arriver à ce que vous considérez être le bilan réel de la campagne, puisque nous allons esquisser un premier bilan, comme au premier tour, avant les résultats, parce que c'est parfois plus pertinent que d'ensuite commenter des heures durant le résultat. Donc on commence tout de suite par la bataille mémorielle, la rafle du Veldiv, c'était la bataille mémorielle du premier tour. Là, il y a eu un déplacement à Oradour-sur-Glane. Ça a peut-être été moins violent finalement que le Veldiv, mais on voyait quand même bien l'objectif qui était de réactiver, on va dire, les logiques antifascistes par rapport à Marine Le Pen. Oui, ça on y viendra aussi dans la conclusion, mais en réalité, l'antifascisme, qui, je le rappelle, selon le sémillant trotskiste Lionel Jospin, et tout antifasciste n'est que du théâtre, et là du théâtre de boulevard. C'est une corde politique qui est usée, qui ne marche plus, surtout parce que l'antifascisme, c'est quoi historiquement ? C'est une création du Comintern, historiquement, de München, d'un des maîtres à penser du Comintern, qui était d'utiliser l'antifascisme pour diffuser l'idéologie communiste. Bon. Il y a plusieurs conditions à ce que l'antifascisme marche. Premièrement, d'avoir en face de soi de vrais fascistes. C'est déjà pas mal. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. Mais surtout d'avoir la maîtrise de la narration des événements. Et une certaine cohérence. Quand le Parti communiste, parti des 75 000 fusillés, en tout cas qui s'attribuait 75 000 fusillés, utilisait l'antifascisme, ça avait un lien direct avec les années noires, vu que le Parti communiste avait été dans la clandestinité, avant dans une relative collaboration avec l'occupant, il faut être quand même très clair, dans la clandestinité, il avait fait les FTP, etc. Bon, très bien. Le problème de M. Macron, c'est que M. Macron est dans une campagne où bougie bisounours, qui joue uniquement sur le cerveau reptilien. C'est-à-dire une campagne qui s'adresse aux gens qui ont le moins d'armature culturelle possible. C'est-à-dire une campagne d'émotionnel surjoué. Ça tombe bien, parce que la France n'a pas de culture. Oui, justement, comme la France n'a pas de culture, ça aide. Or, quand on a orchestré l'échec scolaire depuis les années 70, comme l'ont fait les mandants et les amis de M. Macron, il était, je crois, affublé du pédophile Cohn-Bendit, par exemple, faire ensuite une campagne sur l'histoire est très dangereux, parce que Oradour-sur-Glane, c'est quasiment plus enseigné. Personne ne sait ce que c'est. Bon.
Deuxième point, venant d'un parti qui est le Parti socialiste qui a fourni les gros de la collaboration, en plus quand on est la créature de François Hollande dont le père était OAS, ce qui n'est pas collaboration mais ce qui est quand même rattaché à tout l'univers de l'ultra-droite, quand on a siégé à côté de M. Jean-Michel Bellet dont le père était ami avec M. Bousquet, ce qui nous ramène au sujet précédent de la rafle du Veldiv, c'est toujours un petit peu chancelant, et surtout d'utiliser la mémoire des martyrs et de la résistance quand on vient d'un camp qui n'en a que très peu fourni, et surtout quand on est soi-même un bon petit soldat de l'Allemagne. Or ce sont des Allemands qui ont fait Oradour-sur-Glane. Donc c'est quand même crapoteux comme affaire. Et ça, M. Macron, parce qu'il fallait bien meubler le vide qui lui sert de programme, il n'allait pas sortir les gopés pour dire « j'ai reçu mon programme de la part de M. Juncker », il fallait qu'il fasse de la mousse. Mais ça marche plus. Ça marche plus. Parce qu'aujourd'hui, comme l'avait dit, je crois, un poète grec, ou un intellectuel grec, dont malheureusement je ne me rappelle pas le nom, mais qui avait beaucoup parlé lors de du début de la crise de l'euro en Grèce, les banques ramèneront le fascisme. Aujourd'hui, il y a, en sens courant, pas en sens historique, en sens historique, le fascisme est un phénomène circonscrit, strictement italien, lié au phénomène de corps franc, un phénomène complexe. Mais quand on parle du fascisme, c'est-à-dire de gens qui utilisent la brutalité pour priver de liberté publique le peuple, c'est ça, on dit quelqu'un que t'es un facho, à cause de ça. Bah aujourd'hui, ce sont les mandants de M. Macron qui apportent le fascisme et la mort partout où il passe. Et c'est d'ailleurs pour ça que même dans le public le plus reptilien, qui était le public de Jean-Luc Mélenchon, ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai vu il n'y a pas longtemps j'ai revu grâce à un de mes camarades un film, un vieux film, avec dedans une phrase, vous savez, un film un peu à la Pagnol, etc., où il dit la République, on n'est pas républicain quand on est dur avec les pauvres. Je me rappelle plus ce que c'était, mais la phrase m'a un peu retourné, et en réalité, il y a dans ce qu'est M. Macron quelque chose qui va tellement à angle droit avec la décence commune française que même l'antifascisme, qui n'est rien de plus que l'esprit réduit à l'état de gramophone, pour citer George Orwell, même l'antifascisme n'arrive pas à effacer ça. C'est-à-dire que lui, il a la face de Méduse, comme on disait la face de Méduse du communisme, il a la face de Méduse de l'européiste qu'il est. Et aucun mascara antifasciste n'effacera ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 15 ans, la mobilisation hors du commun qu'il y avait eu il y a 15 ans quand Jean-Marie Le Pen était au second tour, il n'y a rien eu. La dédiabolisation. Et la dédiabolisation, l'accès du combat politique au champ de bataille, à un champ de bataille numérisé, et le fait que l'oligarchie a dévoilé entre-temps son véritable visage. On va prendre les choses en 3 points. Premièrement, la question de l'émetteur. Quand on diabolise un homme qui veut être le diable, c'est facile. Jean-Marie Le Pen prenait plaisir à être le diable. Il n'a jamais été dangereux pour personne. Lionel Jospin le disait très bien. Mais il aimait être le diable. Là, une stratégie concertée, parce qu'il y a eu un changement de génération et que, en réalité, ils n'ont pas voulu créer un visage ou un masque, je pense pas en tout cas. Mais la nouvelle génération qui est aujourd'hui dans le parti Front National, si vous voulez, on va prendre un exemple, comment vous comptez diaboliser Florian Philippot ? Impossible. Impossible. Des idées travaillées, frappées au coin du bon sens, jamais un mot plus haut que l'autre. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Rien. Alors la seule chose, c'est de ressortir le Pen de sa boîte. Oui, mais ça marche de moins en moins aussi. Ça, c'est le premier point. Le second point,
Il y a une théorie que, pourtant, bon, j'en aime beaucoup l'auteur, mais c'est une théorie que je n'aime pas, c'est la théorie du monde commun d'Alain Finkielkraut. C'est-à-dire, il faut avoir un monde commun pour pouvoir dialoguer. D'où le fait qu'il y ait certains tabous dans la liberté d'expression, par exemple. Bon, une théorie qu'utilise beaucoup Elisabeth Lévy. Je la crois profondément fausse. Pourquoi ? Parce que déjà, qui fixe les limites du monde commun ? Et deux, aujourd'hui, la numérisation du champ de combat cognitif, enfin la numérisation du champ de combat militant qui est devenu un champ de combat cognitif, c'est-à-dire c'est cerveau contre cerveau, fait qu'aujourd'hui, eh bien, dès que le pouvoir ne peut plus argumenter, ça se sait tout de suite. Dès que M. Macron ment sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, 1 heure après, les réseaux sociaux ont tout déballé. C'est ça le problème. Donc, on s'est rendu compte de quoi ? On s'est rendu compte que l'Europe était un fascisme réel. Je vais vous donner un exemple très simple. Aussi détestable qu'ait pu être Jean-Marie Le Pen pour certaines personnes. Et ça, c'est quelque chose, à titre personnel, j'ai jamais été très fanat de Jean-Marie Le Pen. Donc je peux tout à fait le comprendre. Jean-Marie Le Pen est-il responsable des 47% d'augmentation de la mortalité infantile en Grèce en 5 ans ? Non, l'Allemagne l'est. Point. C'est pas Le Pen qui a tué les gosses, c'est l'Europe qui a tué les gosses. C'est pour sauver l'euro qu'on tue des enfants. Tuer des enfants, c'est fasciste. Ça, c'est fasciste. Le Pen ne tue pas d'enfants. Il a tous les défauts du monde. Hein. Il a de mauvais jeux de mots. Il a tendance à appeler des héroïnes pucelles mortes depuis longtemps au secours devant des statues, ce qui, il est vrai, fait un peu P4. Il a des tas de défauts, mais il tue pas d'enfants. L'Europe tue des enfants. Point. Donc, ça, si vous voulez, et surtout, comme depuis le 29 mai 2005, qui est pour moi une grande date en termes de psychologie politique, c'est-à-dire que le peuple français, coalisé de manière interclassiste, a vaincu ses élites. Depuis ce temps-là, une guerre est menée au peuple français, particulièrement par la classe de ce que Michel Clouscar aurait appelé le semi-prostitutionnel, donc la classe journalistique. C'est-à-dire que c'est celui qui crachera le plus dur sur les Français. Mais là, les Français peuvent répondre. C'est le rôle des réseaux sociaux. Regardez le nombre de batailles que les Français ont gagnées via réseaux sociaux interposés. Ce sont de petites batailles, depuis. Mais prenez un exemple, Black M. Black M, ils ont reculé. Il y a des tas de choses qu'ils ont voulu faire où ils ont reculé devant des broncas virtuels. Ce qui prouve la fragilité du pouvoir. Et par la multitude des documents, des données et des possibilités de dialogue qu'offrent les espaces numériques, les gens se sont dit finalement. Et surtout, l'espace numérique a permis une chose. Il a permis aux gens qui étaient souverainistes, patriotes, nationaux, de parler d'eux-mêmes sans intermédiaire. Avant, nous étions bloqués. On n'avait pas d'article dans la presse, personne parlait du colloque qu'on a organisé sur la souveraineté. Maintenant, on le filme nous-mêmes. Vous voyez le problème ? Maintenant, nous avons un discours sur nous-mêmes. Et d'un coup, les gens se rendent compte que on n'a ni croc ni griffe, on crache pas de flamme, on aime juste notre pays, ce qui est normal, que généralement on est des gens plus intelligents que la moyenne, qu'on n'est pas méchants, qu'on demande juste que les trains arrivent à l'heure dans notre pays. Résultat, c'est ça le mal. On nous a baisés encore là-dessus. D'où d'ailleurs le discrédit total des médias officiels aujourd'hui. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que profondément, parce que ce que les peuples occidentaux, parce que le phénomène populiste et transcontinental sont en train de vivre, ils voient ce que c'est aujourd'hui le fascisme. Ils voient ce que c'est aujourd'hui de devoir payer des crises financières faites par d'autres, de devoir morfler dans une société d'abondance pour des fautes faites par d'autres. Et c'est là où même l'extrême gauche en est à dire ni Macron, ni Le Pen. Je pense que c'est l'acmé de la dédiabolisation, tout simplement parce que, voilà, ça va avec une montée, pour employer le vocabulaire de Christian Arbulot,
avec une accumulation de puissance du camp souverainiste, tout simplement. Alors en attendant, il y en a un qui n'a pas dit ni Macron ni Le Pen. Il a dit Le Pen, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui nous a... Pas uniquement lui, il y a un ralliement de deux grandes figures gaullistes. Alors, avec l'une des dernières grandes gaullistes vivantes, que bon, il y a de l'entourage de gens qui ont connu le général, et il y en a plus beaucoup, c'est Marie-France Garot, donc la femme politique la plus brillante et la plus puissante depuis la guerre, qui a appelé à voter Marine Le Pen, d'ailleurs dans un entretien qui est très bien, très court, mais très bien au Figaro, et Nicolas Dupont-Aignan. Je vais me permettre trois choses. Dire, un, pourquoi il l'a fait. Deux, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence immédiate pour lui. Trois, un léger point sur la cohérence idéologique de son choix. Et quatre, qu'est-ce que ça peut nous apporter à terme. Un, pourquoi il l'a fait. Pour une raison qui est très simple à mon avis, c'est que Nicolas Dupont-Aignan, comme me le faisait remarquer un de mes brillants amis, Nicolas Dupont-Aignan, ce n'est pas le MPF, c'est pas Philippe de Villiers. Nicolas Dupont-Aignan, c'est quelqu'un qui n'a jamais été qui n'a jamais été le flotteur droit de la majorité UMP. C'est quelqu'un qui a toujours été droit dans ses bottes. Très grand élu, d'ailleurs aujourd'hui là, ils essayent de l'attaquer sur la gestion de 10 logements sociaux. Ils veulent vraiment qu'on aille voir un mot chez M. Copé ou on passe d'abord chez M. Balkany? Qu'on rigole. Alors là, je me méfierais quand même. Ou alors on devrait peut-être faire un tour du parc locatif de la mairie de Paris? Yukaidi, Yukaïda. Bon. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, qui a pas pris cette décision-là en décapsulant une bière, hein, loin de là. Il a fait deux bureaux politiques pour ça. Il a présenté la décision de son bureau politique. Pourquoi ? Parce que c'est une proposition d'alliance électorale qu'il fait avec le Front National. Et si vous voulez, les conséquences premières que ça a eu lieu pour lui, elles ont été cachées par la presse. On a dit, mais Nicolas Dupont-Aignan se saborde. C'est faux. Il n'a certainement jamais eu autant d'adhésion. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des gens quitter son parti. Alors, sur les gens qui ont quitté son parti, il y a deux types. Il y a trois types. Il y a des gens dont les fonctions, particulièrement universitaires, n'autorisent pas, ne permettent pas de se mettre autant en avant avec un parti aussi anti-système que le Front National. Mais ces gens-là c'est une séparation à l'amiable, qui ne préjugent absolument pas de l'avenir, c'est généralement des gens très respectables. Ça, c'est la première classe qui est partie. La deuxième, c'est les gens qui, je pense, s'encanaillent à droite. Et particulièrement un que ça me fait plaisir qu'il soit parti parce que ça me donne l'opportunité de dire ce que j'en pense, qui est M. Dominique Jamais. Alors M. Dominique Jamais ne voulait certainement pas revoir son frère au Front National, vu que son frère est l'un des cadres historiques du Front National et proche de Jean-Marie Le Pen. Mais surtout M. Dominique Jamais, qui donne maintenant des leçons d'antifascisme, en 1986 a fait des pieds et des mains pour aller à l'anniversaire de Léon Degrelle. Et c'est maître Éric Delcroix, personnalité d'extrême droite que je ne connais pas, que je n'ai absolument aucune envie de connaître, mais qui en a témoigné, qui est prêt à être accusé en justice par M. Jamais, parce qu'il a encore gardé les photos, plus une partie des gens qui étaient là, qui sont prêts à témoigner. Donc j'estime que quand on a monté Boulevard Voltaire, qui est aujourd'hui un site défouloir d'extrême droite, avec Robert Ménard, que quand on a fait Mumuse avec Léon Degrelle, et quand on cache que son fils est un cadre LVMH, hiérarque socialiste et aspirant député socialiste, ben on évite de la ramener. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est parti de Debout la France, bon débarras. Autre bon débarras. Il y avait beaucoup de gens
qui sont... Moi, j'ai été à Debout la République, moi. Moi, j'étais à Debout la République quand c'était encore une partie de l'UMP. Ça nous remet, hein. Et j'ai vu arriver ce que j'appellerais des opportunistes humanistes, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien au gaullisme, rien à la souveraineté, rien au patriotisme, mais qui rêvent d'être une droite demi-molle, et qui badigeonnent tout par l'humanisme, et qui viennent dans un parti politique un peu petit, qui était Debout la République, pour pouvoir, lors des élections locales, tenter d'avoir un petit poste de coalition dans un conseil régional ou autre avec les listes majoritaires UMP. Ces gens-là sont partis, tant mieux. Ils iront tapiner ailleurs. Donc, pour la plupart, c'est eux qui ont fait en sorte que Nicolas Dupont-Aignan soit de moins en moins sérieux sur les questions monétaires, et c'est eux qui ont fait en sorte que Nicolas Dupont-Aignan soit de moins en moins bien entouré. Donc, je suis, à titre personnel, je pense que c'est une opération bénéfique pour Nicolas Dupont-Aignan si le Front National prend conscience du poids que ça lui fait peser. Si le Front National arrive à maintenir cette alliance, ça veut dire que, avec le plafond de verre et le Front républicain, qui sont morts tous les deux, ce qui est avec le dernier grand mythe, c'est-à-dire que personne, l'interdit d'alliance avec le Front National, sera mort. Or, y a-t-il des gens qui ont intérêt à ce que cette fusion, non, absolument pas fusion d'ailleurs, pardonnez-moi, vocabulaire fautif, mais à ce que cette alliance n'ait pas lieu, oui, il y en a. Mais si elle réussit, elle est porteuse d'espoir. Donc, ça, c'est les conséquences à court terme. La cohérence idéologique, là, il y a quelqu'un d'autre à qui il faut répondre, c'est M. Yves de Gaulle. Parce qu'on dit, si vous vous approchez de Le Pen, vous n'auriez pas le droit de vous attaquer, de parler, d'utiliser les théories politiques du général. Yves de Gaulle, il faut le savoir, a attendu patiemment, lui qui n'est qu'un petit-fils, et qui, s'il ne s'appelait pas de Gaulle, ne serait rien, a attendu patiemment que le gardien sourcilleux de l'œuvre de son père, qui était l'amiral Philippe de Gaulle, qui malheureusement est très malade, est un très grand monsieur. Il a attendu que l'amiral Philippe de Gaulle soit suffisamment malade pour pouvoir utiliser le nom de De Gaulle, parce que je rappelle, le général a fait interdire par plusieurs dispositions, par plusieurs de ses écrits à ses descendants, pour pouvoir inviter François Hollande à la boisserie, ce qui relève de la violation de sépulture. Alors oui, le général de Gaulle appartient à tout le monde, il appartient à l'histoire, mais la doctrine du gaullisme est quelque chose d'assez précis, et qui n'autorise certainement pas le fils d'aspirant au AS, qui est François Hollande, à aller souiller la terre de Colombay, qui n'autorise pas Yves de Gaulle à interdire qui que ce soit de parler de son grand-père, dont il utilise le nom, dont il utilise l'ombre et la grandeur. Or, le gaullisme est avant tout, comme le disait l'historien des idées Jean Touchard, un nationalisme, avant toute chose. Et il est tout à fait normal que le camp des patriotes soit dans l'ombre de l'homme de la Croix de Lorraine. Ultime point, c'est peut-être le premier pas vers une grande plateforme patriotique dont nous avons besoin, qui va demander de terribles sacrifices, et que le confort de chacun change un peu, que le quant à soi de chacun change un peu, mais c'est un élément positif. Qu'entendez-vous par sacrifice ? C'est-à-dire qu'il va falloir, je pense, faire une montée capacitaire, ce qu'on appelle une accumulation de puissance en vocabulaire d'intelligence économique. C'est-à-dire que nous allons rallier différents types de patriotes par la technicité, par l'enracinement dans la société civile. Ça va être très dur. Ça va demander à des partis qui sont très verticaux, ce qui est le cas du Front National, ce qui est aussi le cas à une plus petite échelle de Debout la France, de grandes réflexions sur leurs devenirs internes, mais c'est porteur d'espoir. C'est ça que j'entends par sacrifice.
Bien, bien. Alors ensuite, on en vient à Jean-Luc Mélenchon, qui, je crois que la nouvelle est tombée hier, je crois que même le Grand Orient est fâché, puisque il n'a pas appelé de façon nette à voter Ignoble. pour, C'est ignoble. pour Emmanuel Macron. Bon, il a précisé qu'évidemment il votait pas Front National, mais bon, a priori il a laissé Il a entendre qu'il voterait. respecté. Alors, on me dit, oui, vous vous rendez compte, il a mis que 3 choix dans sa consultation, il n'a pas mis Le Pen. Vous voulez aussi quoi, qu'il se mette un flingue dans la bouche? Il aurait pu en mettre qu'un. Voilà. Hein, voilà, il aurait pu en mettre qu'un. Puis, non mais ça, si vous voulez, il faut pas attendre des... Si vous voulez, le droit à la survie, c'est pour tout le monde. Or, Mélenchon, 65%, vous vous rendez compte, 65% de ceux qui ont été consultés ont dit Macron. Non. Vous vous rendez compte l'effort sur soi de ce public-là. Ça devrait... On devrait être content, on devrait être... Putain, le peuple français va mieux que ce qu'on croit. Parce que si tout le monde était lobotomisé par la télé, si tout le monde était au niveau de réflexion Hanouna, Christophe Barbier, ça devrait être Macron, Macron, Macron. Non. Donc si vous voulez, moi je sais pas. Je sais qu'il y a chez les nationaux beaucoup de gens qui adorent être dans la loose, qui ont la branlée joyeuse, comme dirait l'autre, mais là, il faut... Là, je pense qu'il faut d'un côté voir un acte assez grand de Jean-Luc Mélenchon quant au Grand Orient. Je pensais que la pensée maçonnique reposait sur la liberté des hommes. Je vois malheureusement que pas pour tout le monde. Et en réalité, si on analyse bien, peu importe, c'est pas... Ça veut dire une chose, ça veut dire que les idéologies, ça veut dire que les fractures artificielles qui ont été mises au sein d'une part du peuple français, et dans lesquelles tout le monde croit. Parce que tout le monde aurait pensé, ah bah Mélenchon, ils vont mécaniquement aller vers Macron. Ben a priori non. Du moins, ils l'annoncent pas. Et d'un certain côté, Mélenchon a été, quoi qu'on en pense, droit dans ses bottes. Et la stratégie, de toute façon, qui consiste pour ce que Freud appelait le racisme de la petite différence, que d'ailleurs, à certaines époques, j'avais qualifié de mélenchonite, quand il s'attaquait au front sur des questions injustes. Il n'est pas question de faire une injustice à Mélenchon. C'est-à-dire qu'il est, mine de rien, il a été, jusqu'à cette élection-là, il a été droit dans ses bottes. Il est abject que le Parti communiste français, enfin que l'ancien Parti communiste français, qui est devenu Parti communiste tout court, lui colle le plante dans le dos, ce qui va se régler a priori devant les tribunaux, d'après les dernières nouvelles, que le Grand Orient ramène sa fraise là-dessus, au lieu de regarder ce qu'il est en train de... le musée des horreurs qu'il est en train de devenir, et qu'il déshonore sa fonction. Mélenchon est un... Quoi qu'on en pense, et à l'instant T, ça vaudra peut-être plus demain, mais cet homme, mine de rien, il sort pas de l'histoire par la petite porte comme un vulgaire chevènement. Voilà. Oui, c'est vrai que Chevènement a appelé à voter Macron assez rapidement. Mais d'ailleurs, une partie des chevènementistes, et c'est d'ailleurs l'une des leçons de cette élection, c'est que le souverainisme de gauche, aujourd'hui, a quitté la gauche républicaine pour aller vers une part de la gauche sociale, donc vers Mélenchon. Et d'un côté, c'est horrible à dire, mais ces gens-là qui ont assisté à la mort de la gauche, qui ont assisté à la mort de ce grand mythe qui est mort en 83, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'homme qui a fait le plus de bien aux ouvriers au XXe siècle, c'est De Gaulle. Ce reste d'ouvriérisme, ce mythe de la gauche, paralyse encore une part aujourd'hui est devenu nocif, parce qu'entre la nation et la gauche, c'est-à-dire entre le peuple et les fantômes, eh bien, il y a malheureusement des gens, et des gens très bien autour de Chevènement, qui préféreront aller sauver des fantômes. C'est bien triste.
Alors, à propos de fantômes, passons à LR, qui a fait, Ah ouais, c'est cool. qui a fait un très bon résultat chez les plus de 70 ans, 45% des suffrages, Bravo. et qui prépare donc son élection législative. Donc, François Fillon est parti, il a dit qu'il ne se représentera pas. Il s'est barré avec la caisse. Oui, en plus, c'est barré avec la caisse de la primaire. Il leur a taillé un costard. Comme quoi François Fillon aura eu toutes les vestes de cette élection. Bon, donc, eh bien... François Baroin, chef de campagne. Bon, donc François Baroin, Imperator te morituri. Bon. Alors, Monsieur Baroin va avoir un problème très vite. Premièrement, la droite, parce que lui, c'est la droite demi-molle. Mais la droite molle tout court, derrière des chefs charismatiques, Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse Juppé. Et derrière, bien sûr, les équipes de Juppé menées par le personnage de Féval, là, le bossu, comment il s'appelle ? Raffarin. Et Pas oublier aussi l'ancien maire de Strasbourg, hein, Fabienne Keller, qui est toujours très... Ah, elle est toujours aussi nocive malgré l'âge. Comme quoi, ça la maintient en bonne santé. Et a priori, il planche sur les statuts d'un nouveau parti de droite, c'est-à-dire tout simplement la renaissance de l'UDF. C'est-à-dire que les centristes, qui ne supportent plus la vraie cassure, et que ça, je vous l'avais dit, cassure horizontale, cassure entre centre et périphérie, et cassure verticale entre le sommet et la base chez LR. C'est-à-dire en réalité, pour la droite, hein, cette droite très macronienne, très gauchiste, au sens libéral-libertaire, eh bien pour ces gens-là, le petit peuple du RPR pue de la gueule. Et donc, ils vont peut-être... Il y a peut-être une scission qui se prépare selon le résultat des législatives, parce qu'il faut bien une espérance de caisse, vu que la vraie caisse Fillon s'est barrée avec. Mais Bon, au moins, ce sera le flotteur droit de la majorité 2.0, alors. Alors, ça dépend, parce que vu ce que Macron entend faire et comment il entend détruire le pays, si il y a, ce serait le flotteur droit, celui-là de la majorité, mais ce qui va rester, c'est-à-dire M. Wauquiez, pas M. Baroin, parce que M. Baroin, quand il va voir que tous ses amis centristes se barrent, il va les rattraper à la nage. Parce que lui, il va être bloqué par un programme national. François Baroin est ce que la droite peut créer de plus imperméable à l'idée de nation. Mais comme son insignifiance lui tenait lieu de paravent derrière le parrainage de Chirac, nous n'avons pas vu ce tout petit gobelin, ce tout petit monstre. Ce n'est rien, François Baroin. Il a une intelligence manœuvrière héritée de son père, qui d'ailleurs a une vie très intéressante sur laquelle j'invite les internautes à se renseigner, et une fin très intéressante également. Or, le grand problème, c'est que Baroin, lui, ne fera pas le pas nécessaire vers la droite hors les murs, vers une plateforme patriotique qui pourrait se former. Lui, il va être embourbé dans le chiracisme. Et la seule chose dans laquelle Chirac est cru, c'est dans l'antination. C'est la seule conviction profonde qui est au fond de Chirac. Alors que Wauquiez, vous avez remarqué que Wauquiez, il l'ouvre pas depuis que Fillon s'est pris son avant-dernier costard avant de prendre la caisse. Vous n'avez pas remarqué que Wauquiez parle pas ? Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Il attend tout simplement d'avoir... Là, Raffarin a déjà voulu le marginaliser, et en réalité, Wauquiez, il a des espérances, comme on disait au XIXe siècle, c'est-à-dire, Wauquiez joue sur son seul avantage réel qui est son âge. Il attend que tout le monde décarre autour de lui. Il attend d'être l'homme debout au milieu du cimetière. Ça d'ailleurs, ça s'est accéléré, hein. Vous avez vu le nombre qui a décarré avec cette élection ? Donc... Oui, mais encore faut-il que les électeurs aussi soient pas au cimetière.
et quand on a l'électorat le plus âgé de France, c'est terrible. Et c'est là où M. Wauquiez va devoir se poser une question. Est-ce que s'il y a un camp patriote en plus qui rassemble les votes jeunes, parce que c'est quand même... Là, il y a eu un déport grâce à Mélenchon, mais ce déport n'aura certainement pas lieu 2 fois. Mais surtout, au-delà de ça, il y a de toute façon un vote structurel d'une partie de la jeunesse pour les camps nationaux. C'est-à-dire que la France revient dans le cœur des Français. Alors soit M. Wauquiez tente de faire du sarkozysme, c'est-à-dire d'habiller d'un nationalisme de bazar un programme libéral, mais comme ce coup nous a déjà été fait, ce hold-up nous a déjà été fait, et comme en plus M. Wauquiez est très loin du talent d'estrade, du nain magyar, comme l'appelait Chirac, je pense que M. Wauquiez devrait réfléchir à son avenir, vu que, comme me l'a dit très bien Raffarin, M. Wauquiez n'a pas appelé à... M. Wauquiez est chancelant par rapport au Front républicain, donc il est normal qu'il soit mis de côté. Alors que M. Wauquiez pense bien à son avenir, parce qu'il y en a d'autres qui pensent à son avenir actuellement. Bien, bien, bon, on étudiera tout ça pendant les législatives. On en arrive à un événement qui a été suivi par peu de Français, mais qui a par contre beaucoup agité sur Internet. Le fameux débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui a été pour le moins surprenant, pénible à regarder jusqu'au bout, et sur lequel on pourrait dire tant de choses, mais on va vous écouter. Alors, déjà, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Il y a eu un autre élément qui, à mon avis, a été cardinal dans cet entre-deux-tours, c'est l'affaire Whirlpool. Oui, j'ai complètement zappé, c'est vrai. Parce que l'affaire Whirlpool, c'était quoi? C'est là, on voit que face à la question sociale, Macron, piégé par Marine Le Pen, ne tient pas. C'est-à-dire que Macron, dans le réel, parce que le débat et Whirlpool se répondent. Macron, dans le réel, ça vaut rien. Ça, on a compris. Les montages de séquences de France Info peuvent aider, toutefois. Peuvent aider, et le montage de BFM encore mieux, quand c'est marqué en haut à droite, image fournie par le candidat. On en est là. C'est-à-dire, grosso modo, on va faire des juxtapositions de selfies de Macron. Bon, on va les faire peut-être dans une maison de retraite, parce que c'est là où comme il y vit, ça va être plus facile à avoir. Mais c'est-à-dire que Macron face aux pauvres, c'était grosso modo, il manquait plus que la scène où il se met un peu de solution hydroalcoolique sur les mains, parce qu'on ne sait jamais, il a touché des locteux, on ne sait jamais où sont allés traîner ces gens-là. Macron dans le réel, ça vaut rien. Là où on a vu, pas une force de Macron, mais un affaiblissement de Marine Le Pen, c'est dans ce théâtre artificiel qui était le débat de second tour. Alors, il y a 3 choses à en dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles conséquences ça va avoir? Mais surtout, quel message il faut donner à ceux qui ont un minimum de fibre nationale et colonne vertébrale? Grand point 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Marine Le Pen a surjoué un populisme dur, peu technique, agressif. D'accord. Ce en quoi, d'ailleurs, Macron l'a un peu piégé, parce qu'il a donné des signes avant-coureurs de faiblesse, et elle a tenté de le faire sortir de ses gonds. Mais il n'y est pas arrivé pour une raison. On ne boxe pas le vide. On fait un mur pour s'en prémunir. Un mur argumentaire. Mais lui taper dessus, si vous voulez, vous ne pouvez taper que sur... On tape sur un sac de frappe. On tape sur un être humain. On ne tape pas le vent. Or, Macron s'est révélé être ce qu'il est, c'est-à-dire un menteur pathologique, un arriviste, et franchement, il avait l'air d'un petit chef de bureau. Vous savez, de ces petits chefs de bureau qui torturent des milliers de Français tous les jours. Il avait l'air... Il est aussi puant. Là, d'un côté, on a vu le vrai Emmanuel Macron. Or, face à cela, il a surjoué la technocratie et elle a surjoué le populisme. Résultat, au lieu d'avoir un message, nous avons eu un duel de posture. Néanmoins, je pense que ça ne changera pas tellement la phase des choses, pour différentes raisons. 1.
les électorats sont déjà radicalisés. 2, le grand gagnant de la soirée, c'est Monsieur Abstention. Parce que, au lieu d'un déport de voix de l'un à l'autre, et Madame Blanc. Parce que ça, avant tout, je pense que ça va augmenter la part des fillonistes qui vont aller vers l'abstention. Je dis des fillonistes, j'ai pas dit des républicains. Parce que dans les républicains, il y a déjà... De toute façon, dans les républicains, toute la branche NKM, eux, ils sont déjà avec Macron. Mais ceux qui se sont fait voler l'élection, de leur point de vue, à cause des affaires, eh bien, eux, ils iront plutôt vers l'abstention alors qu'ils veulent une vengeance. Après, ça changera. Je veux dire, contrairement à ce qu'on a beaucoup lu, il n'y a pas eu d'effondrement de Marine Le Pen, c'est pas vrai. Sur des dossiers comme le terrorisme, elle l'a fait reculer, elle lui a balancé le scandale Servier, il s'est effondré, parce qu'il n'a pas su répondre, elle lui a balancé la GPA dans la gueule, donc elle voulait vraiment parler à l'électorat de Fillon, et elle a marqué des points. La seule chose, c'est qu'elle n'a pas vendu son projet de société, pour une raison. Parce que nous ne sommes pas encore dans une dynamique d'alliance patriotique ou de plateforme, nous n'avons pas encore suffisamment... Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons... Vous dites ça, Pierre-Yves, mais il y a eu l'apparence d'un ratiboisement, d'un bricolage de programmes sur la question de l'euro entre les deux tours, qui a été très bien exploité par les médias. Tout à fait. En tout cas, très bien mis en lumière. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Ça a aussi constitué un des axes de difficulté. Pour une raison qui est très simple, l'anxiété sur le débat sur l'euro se soigne par de la technique. Est-ce que vous avez remarqué que des gens, pendant la campagne, ont fait des débats sur l'euro, que ce soit M. Asselineau, que ce soit M. Dupont-Aignan, que ce soit M. Philippot, et qu'aucun de ces trois n'a perdu? Dupont-Aignan n'a pas été très loin. Dupont-Aignan n'a pas été très loin, mais prenons ceux qui vont le plus loin, c'est-à-dire d'un côté, sans qu'il y ait de rapport entre les gens, Asselineau, de l'autre côté, Florian Philippot, ces gens-là n'ont jamais perdu sur l'euro. L'euro, c'est pas un débat où on perd à tous les coups, c'est pas vrai. Par contre, c'est un débat qu'il faut poser techniquement, qu'il faut poser simplement, qu'il faut poser en des termes politiques, parce que l'euro, c'est l'expression d'un pouvoir, et du pouvoir à la fois de la finance internationale et de l'Allemagne. Or, le grand problème, c'est que nous n'avons pas voulu, nous avons préféré, disons, au lieu d'avoir un débat politique sur la chose, nous avons préféré le techniciser à l'excès et se prendre les pieds dans la technique, pour essayer de ne pas faire peur aux vieux qui votent Fillon. Bon. Le problème, c'est qu'un programme politique, un programme économique, ne se défend pas sur ses mesures, il se défend sur sa cohérence. Là où il fallait attaquer Macron, ce n'était pas ça. C'est dire, Monsieur Macron, vous avez le même programme que Monsieur Hollande. Ce qu'elle a commencé par dire, ce qui était très bien. Mais le programme de Monsieur Hollande, on sait ce que c'est, on sait ce que ça vaut, on sait ce que ça coûte. Ça coûte, allez, à peu de choses près, 200 à 300 emplois industriels détruits par jour ouvrable. 500 à 600 Français qui passent la barre sous le seuil de pauvreté par semaine. C'est à peu près ça le coût. Donc vous, on sait combien ça coûte. Moi, je propose qu'on arrête de gérer la pénurie. Et pour ça, je propose la réquisition de la Banque centrale, c'est-à-dire sortie de l'euro. Et même peut-être mieux que sortie, peut-être peut-on parler de démantèlement de l'euro, parce que si la France sort, l'euro meurt, pour pouvoir faire un programme d'argent public gratuit qui permette des subventions à l'implantation en France pour les entreprises étrangères, qui permettent d'ouvrir des comptes à crédit pour nos clients étrangers qui voudraient importer nos produits dans leur pays, de pouvoir faire un grand programme d'infrastructure, donc de faire à partir d'un circuit d'argent gratuit, comme ce qui a fait les 30 Glorieuses, la création de plusieurs milliers ou millions d'emplois. Voilà ce que moi je propose. Parce que le gros problème, c'est un programme économique, c'est un bloc. Ça doit se défendre comme tel. Or, sans sortie de toute façon, l'euro est un programme politique en lui-même. Le garder, c'est le programme de Macron. C'est les goper.
Il n'y a qu'un seul programme qui va avec l'euro. Hein. C'est marqué dessus. Et c'est garder l'Union européenne, puisqu'on ne peut pas être dans l'euro sans être dans l'Union. Voilà. Contrairement à ce que... À l'exception peut-être de la Bosnie, qui a le KM, le convertibla marka, qui de fait est une monnaie qui se convertit avec l'euro, puisque un KM vaut un Deutschmark, donc maintenant c'est fixe par rapport à l'euro. Voilà. Ensuite, je sais que beaucoup de gens, issus de différents milieux, issus de différents milieux patronaux, de certains milieux étrangers, et issus d'ailleurs des rangs que je n'hésiterai pas à qualifier de nos ennemis en termes d'ingérence extérieure, essayent d'infléchir le programme des nationaux sur l'euro à la demande soit de puissances étrangères, soit de sectes religieuses, soit d'une part du grand patronat. Mais voilà, ce sont des agents d'influence qui finalement n'ont pas beaucoup de réussite et pas beaucoup d'intérêt. Donc le grand problème, ça va être... Réussite, on peut en discuter, parce qu'il y a quand même eu donc cette histoire de double monnaie, donc il n'y a pas eu de position si nette. Ah bah c'est là-dessus que Marine Le Pen est tombée. La notion d'euro monnaie commune, c'est une vieille création de Jean-Pierre Chevènement qui a été fait uniquement pour rassurer les journalistes. Voilà. Donc si vous voulez, le grand... Donc, selon vous, à l'avenir, il faudra clarifier les positions. Il faut clarifier, il faut monter en compétences techniques. De toute façon, aussi pour une raison qui est simple, c'est que l'euro, on peut le démanteler, ou il peut nous sauter à la gueule. Olivier Delamarche l'a très très bien dit. L'euro, c'est une monnaie qui est déjà l'euro est déjà une monnaie commune. Déjà et d'une. Pourquoi ? Parce que l'euro est un circuit de monnaie qui s'échange à 1 pour 1. 1 euro français vaut 1 euro allemand. D'ailleurs, c'est marqué sur vos euros. Est-ce que vous avez remarqué que les numéros de série de vos euros ont une lettre dessus ? Oui, absolument. Tout à fait. Chaque lettre correspond à un pays. Donc, si vous voulez, c'est la marque du fait que l'euro n'est pas une monnaie unique, il ne l'a jamais été. Mais l'euro est déjà une monnaie commune. Taux. Les Grecs n'empruntent pas 100 euros au même taux que les... Ce qui prouve que c'est pas une monnaie unique. Parce que jusqu'à présent, parce que ça prouve, alors que les banques françaises, quand elles empruntaient quand elles utilisaient la Banque de France, sur tout le territoire, elles empruntaient au même taux. Eh oui. Un franc utilisé en Bretagne valait un franc utilisé en Alsace. Vrai ou faux ? J'ai pas la preuve du contraire, en tout cas. Donc, si. Vous vous promeniez d'Alsace en Bretagne en 1960, vous aviez un franc, ça valait toujours un franc d'un côté comme de l'autre. Oui. On est d'accord. Or, là, le problème, c'est que, objectivement, l'euro n'est pas... l'euro, c'est un circuit de monnaies différentes. C'est un circuit d'euros, marque, euro, franc, etc. Donc, si vous voulez, qui se valent à 1 pour 1. C'est pour ça qu'un euro allemand s'échange contre un euro français. Vous échangez une pièce de 1 pour une pièce de 1. Démanteler l'euro, ça veut dire que cette équivalence n'existe plus. Et c'est pour ça que de dire que on va venir à l'euro-monnaie commune, ce qui voudrait dire revenir, dans l'esprit, on va revenir à l'écu, l'écu c'était déjà une connerie. Le serpent monétaire européen, c'était déjà une connerie. Donc lisez Norman Palma, lisez Jacques Sapir, lisez les gens qui ont compris le sujet. Alors ça c'était donc qu'est-ce qui s'est passé, et maintenant qu'est-ce qui va se passer suite à ce débat moi je pense pas. Alors, moi il y a une chose que je voudrais quand même dire à tous ces artistes incompris de Facebook, à tous ces intellectuels de salons virtuels, franchement, parce que la plupart d'entre vous, à tous ces stratèges politiques d'arrière-cour, même pas de bistrot, mais d'onanisme virtuel, c'est-à-dire ce sont des gens qui se touchent sur Facebook pour jouer les Machiavel 2.0. Sincèrement, mettez vos actes en accord avec le vide de votre vie et débarrassez-nous de votre présence physique. Foutez-vous sous l'autobus. Franchement. Maintenant que ce petit aparté est fait, il y a deux choix. Moi, si vous voulez, j'ai toujours dit, moi je ne donnerai pas de consigne de vote, ça sert à rien, puis les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ensuite, il y a plusieurs trucs. Un second tour d'élection présidentielle, on vote pas, on élimine. Moi, je suis tout à fait conscient qu'il y a des tas de gens qui sont pas contents d'avoir cette alternative et qui préféreront aller voter blanc ou voter nul, ou s'abstenir. Ils ont tout à fait raison.
Mais quand je vois certains nationaux souhaiter la victoire de Macron, pour des raisons totalement fumeuses, qui a trait avant tout au fait que pour la plupart ils n'ont pas de maîtrise sur leur vie et qui préfèrent encore que le pays brûle, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Donc que chacun fasse ce qu'il veut, mais qu'il ait l'obligeance de la boucler, et que ceux qui veulent combattre Macron puissent le faire. Or, et je trouve, si vous voulez, de la part de gens dont les candidats ont fait, pour certains, des scores quand même relativement bas, de vouloir de crier victoire parce que Marine Le Pen a fait un mauvais débat, ce qui est vrai, mais l'avantage c'est que le débat était tellement mauvais, ils étaient tellement nuls tous les deux, que d'ailleurs le Figaro a titré le premier pugilat. Le pugilat, c'est l'équivalent juridique de la rixe, c'est-à-dire quand deux personnes se foutent sur la gueule réciproquement. Et bien là, c'était la même chose. Ça a été un débat de personnes, ça a été très triste, la France a beaucoup perdu dans ce débat. Ça n'enlève rien à la dangerosité de M. Macron. Donc à un moment, et surtout, il faut arrêter de penser au grand soir. La reconstruction de ce pays prendra des années, voire des décennies, et la guerre sera longue. Donc que tout le monde mette ses états d'âme dans sa poche et un mouchoir par-dessus, et que chacun retourne bosser. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est de voir beaucoup de militants Facebook, et qui sont beaucoup d'incapables dans le monde réel. Voilà. Bon, en tout cas, on a un autre militant Facebook qui a déclaré sa flamme pour Emmanuel Macron. Oui. Parce que je ne sais pas si c'est sur Facebook ou Twitter, mais il a fait une belle vidéo. C'est Barack Obama qui a donc fait une... Bah encore heureux qu'il n'y ait pas d'ingérence dans les affaires intérieures françaises. Hein. On aurait eu un tweet de Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'on entendrait ? Un Snapchat de Bachar el-Assad. Là, on serait parti pour la gloire. Je remercie d'ailleurs Barack Obama, l'homme qui a mis 5 millions d'Américains au ticket de rationnement alimentaire, de venir partager son expertise en termes de sauvetage du socialisme. Macron, candidat de l'étranger, c'est marqué dessus. D'ailleurs, je ne sais pas, je crois que Barack Obama fait... Il y a un message qui n'est même pas subliminal, qui n'est rien de plus que de la déduction, dans ce que dit Obama, que Macron est le candidat des intérêts américains. Merci, on avait remarqué. Bon, ça fera au moins toute une série de soutiens. Hein. Berlin, Bruxelles, Luxembourg, Washington, tout le monde est content. Comme disait le général de Gaulle quand on lui demandait « Oui, mais le marché commun », il dit « Mais le marché commun, si on est couillonné, j'emploie le terme du général, si on est couillonné, on sort. Le monde est vaste. » Et c'est ça qui est important. Le monde est vaste. Parce que ce petit quadrilatère que vous venez de nommer, c'est un monde qui est en train de crever. Et nous, il faut qu'on s'en sorte. Autre ralliement d'hiver. D'hiver, oui, d'hiver. Le député européen d'Île-de-France et des Français de l'étranger non inscrit, Aymeric Choprade. Aymeric Choprade. Aymeric Choprade. Alors, Aymeric Choprade, c'est donc un homme qui est passé du théoricien d'extrême droite, avec des incointances quand même très lourdes vers le néonazisme et d'autres, qui étaient Dominique Vénère, à Emmanuel Macron. Comme Choprade est un épiphénomène du prostitutionnel politique, vu que c'est quelqu'un qui a été front. Ensuite, il est appelé à soutenir d'abord Sarkozy. Quand Sarkozy a été déboulonné, il a fait son allégeance à Fillon. Fillon déboulonné, il fait son allégeance à Macron. Très bien. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes de recasement politique à l'avenir. Mais je pense que ce qu'il est, qui est suffisamment bas pour qu'on n'ait pas à en parler, est une grande leçon pour nos jeunes et pour nos jeunes intellectuels particulièrement. Sans colonne vertébrale, vous n'êtes rien. Aussi brillant que vous soyez, parce que Aymeric Choprade est quelqu'un qui a écrit un ouvrage assez brillant, qui est Géopolitique, constante et changement dans l'histoire, qui est d'ailleurs, que je recommande toujours, même si je recommande moins son auteur.
Je pense que c'est avant tout, voilà à quoi ça sert les fachos. À faire. J'emprunterai un commentaire d'un intellectuel qui sent un peu le soufre, mais peu importe, enfin, d'un pamphlétaire qui sent un peu le soufre. Ces gens-là font les pipes et le café. Voilà. Donc si vous voulez, objectivement, si vous voulez, le radicalisme droitier, l'extrême droite, ça tue l'intelligence. Et ça fait avant tout des indiques de police et des traîtres de vocation ou de condition. Bien, on en arrive donc à la conclusion, qu'on essaiera de faire brève, parce que la vidéo est déjà un petit peu longue, mais il le faut bien. Bilan de la campagne, bilan réel de la campagne, c'est comme ça que vous avez voulu l'intituler. Puisque maintenant, la campagne se termine dans quelques heures. Bon, on a pas les scores, il y a de toute évidence... Alors, oui, il gagnera certainement. Mais je pense que M. Ruffin, qui est pour Macron, qui est un peu le Varoufakis du pauvre, c'est-à-dire cet homme qui n'a pas le courage de suivre sa propre raison, et qui finit donc par trahir, comme Varoufakis a trahi. Vous savez, Ruffin, cet homme qui avait fait un film, il s'appelait Merci Patron. Ouais, il en a fait un deuxième, il s'appelait Merci Macron. Mais c'est là où on voit que la haine de la nation peut conduire des hommes qui se disent de gauche à devenir les cautions gauchistes d'un système de domination. C'est bien triste. Mais Ruffin, pour essayer de bien se placer comme candidat aux législatives pour le compte de la France insoumise, a fait une lettre à un président déjà haï. Sur ce point, il a raison. Macron, quel qu'il soit, sera en déficit de légitimité dès le début de son mandat. Début que nous devrons pourrir. Ça va être 5 ans très durs, parce que Macron, c'est vraiment l'anti-France. C'est un traître par toutes les fibres qui sont les siennes, qui va s'entourer du pire de ce que la décadence française peut enfanter, c'est-à-dire Cohn-Bendit, que d'ailleurs Florian Philippot a magnifiquement crucifié dans un débat récent. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir, oui, le pédophile Cohn-Bendit, puis des gens, le Camarilla hollandiste, enfin la lie de la terre. Ça va être 5 ans d'opposition dure. Pendant ce temps-là, il faut enclencher, je l'espère en tout cas, une grande réforme du camp national. Cette réforme va être aidée par des points qui se sont révélés lors de cette campagne. Et c'est là où tous les patriotes, quels qu'ils soient, au-delà de leur division, de leur chapelle, de leur sectarisme, doivent comprendre quelque chose. Un de mes amis, un de mes brillants amis, qui se reconnaîtra, m'a donné cette définition très bien de l'Union européenne, c'est l'ordre du temple solaire. C'est-à-dire que si vous prenez le calice, vous le boirez jusqu'à la lie, et dedans il y a du cyanure. L'Union européenne va entrer dans une phase de destruction totale des nations qui la composent, si elle en a la possibilité. Certaines nations essayent d'ailleurs de se mettre un peu en retrait, pour éviter de subir la déflagration. Je pense à la Hongrie, je pense à quelques autres pays, mais derrière, ils ont cette grande puissance dont à la fois la domination se confond avec le suicide, qui est l'Allemagne, sans laquelle Bruxelles n'est rien, vu que Bruxelles, ce n'est rien de plus que le masque de la domination germanique. Ça va être très dur. Mais à un moment ou à un autre, pour éviter de faire du stratège d'arrière-cour de bistrot, de penser que les vases communicants font que si le camp national explose après cette élection, eh bien, il y aura mécaniquement l'avènement d'une grande force. Ça, c'est d'une grande force pour prendre la place. Ça, c'est faux. C'est du spontanéisme, ça. C'est Rosa Luxembourg en moins intelligent. C'est de la stratégie politique
estudiantine et boutonneuse. C'est de l'acné. Il faut être réaliste, et pour être réaliste, il faut prendre les points minimums de nos programmes pour essayer de voir ce qui nous unit, pour essayer d'enraciner notre programme et nos idées dans la société, parce que finalement, l'une des autres leçons de cette campagne, c'est que le camp national, nos idées sont majoritaires, la bataille intellectuelle est gagnée, comme dirait Jacques Sapir. Mais nous nous sommes tellement repliés au sein de la société française que finalement, nous avons beaucoup de contacts avec la totalité du peuple, mais pas assez. Les gens ne nous voient pas encore assez, parce que nous n'allons pas vers eux. Tout ça, ce sont des réflexions que nous devrons immédiatement après les présidentielles et législatives mettre en branle et les faire suivre des faits concrets rapidement. Et les facteurs qui vont nous y aider, c'est ça, les vraies leçons de cette campagne. Le plafond de verre pour les idées nationales est mort. L'antifascisme est mort. Et le fait de maintenir artificiellement ce qui a toujours été la stratégie du système, une cassure entre la part populaire de nos mouvements, qui était incarnée, on peut le regretter, mais qui a été incarnée, qu'on le veuille ou non, par le Front National, et qui a été privatisée par Jean-Marie Le Pen. Et la part intellectuelle de nos mouvements, qui a été très longtemps incarnée par le MRC de Jean-Pierre Chevènement, et puis ensuite par Debout la République, puis Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, cette cassure, pour l'instant, cet isolement mutuel a été brisé. Il ne reste qu'à consolider, du moins si nous sommes dignes de la cause que nous défendrons. Eh bien, merci pour tout. On va attendre dimanche les résultats. On les commentera certainement la semaine prochaine. Et ensuite, on poursuivra avec la campagne des législatives qui sera probablement tout aussi intéressante, dynamique dans tous les sens du terme, même dans les chamailleries. Mais il va forcément se passer des choses intéressantes. Il n'y aura plus les mécanismes d'autrefois. Donc on commentera ça dans les semaines qui viennent. Et en attendant, terminé pour la présidentielle. Bon vote pour ceux qui votent. Bon dimanche pour ceux qui font autre chose. Bon dimanche aussi pour ceux qui vont voter quand même, parce que ça prend pas si longtemps. Pierre-Yves, merci, et à la semaine prochaine.